Congratulations! Oh, incroyable! Kelly fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi down! Rossi ready now! There is going to be a race direction investigation. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Une nouvelle fois, je suis très content de vous retrouver pour un épisode qui va débriefer, analyser, décortiquer la course MotoGP qui a eu lieu ce week-end dans le pays du soleil levant et qui est l'Australie, bien sûr, vous avez reconnu. Pour ce faire, l'équipe est un peu spéciale, c'est le retour du meilleur ou du pire, je ne sais pas, stagiaire de France. Comment va Maxime? Il y en a qu'un. Ça va et toi? Bah écoute, ça va, t'as vu, tu m'as demandé de crier dans l'intro, j'ai récupéré ma capacité respiratoire, donc c'est bon, j'ai pu le faire. En vrai, je pense que t'aurais pu faire encore plus, histoire de te rattraper, je suis un peu déçu. Mais T'inquiète, bah écoute, je corrigerai ça la prochaine fois. Et bonjour les gens qui nous écoutent, parce que à chaque fois je dis bonjour qu'à toi, mais je dis pas bonjour aux gens qui nous écoutent. C'est assez mal poli comme garçon, va falloir corriger ça. L'équipe est un peu... l'équipe est particulière aujourd'hui parce qu'on accueille un invité, monsieur Infinito de Twitter, mais ce soir on va l'appeler par son prénom. Comment va Léo? Bah bonsoir à ceux qui nous écoutent. Moi je vais super, et je suis ravi d'être là. Ah bah écoute, on est ravis de t'avoir. Du coup, bah fais-toi une petite présentation si tu veux de ce que depuis quand tu suis une MotoGP, etc. Enfin, dis ce que tu veux, c'est ton moment. Bah du coup je m'appelle Léo, mais bah, comme tu as dit, on me connaît un peu plus sous le pseudo Infinito. Je suis fan de MotoGP depuis très longtemps, grâce à mon père qui faisait de la moto en Italie. Et bah, sur Twitter j'essaye de partager ma passion via des débriefs de courses, des infos mercato, la source, des threads sur l'avenir et divers sujets. J'aimerais me varier dans le futur. Et bah, comme je l'ai dit avant, je suis en études d'ingénieur pour pourquoi pas plus tard entrer dans le paddock sur un poste à ce niveau-là. Vas-y mec, alors, comme je l'ai dit avant aussi, hein, tu m'as dit ça avant et je te répète la même chose en live, je te le souhaite, ce serait vraiment trop bien. Moi faut que je te demande quand même là, parce que du coup t'as eu des calls de mercato qui se sont avérés juste genre, mais mec, dévoile pas la source, dis rien. Mec, tu calls genre 10 jours des trucs avant Simon Patterson. Enfin genre allez, tu peux nous le dire en fait, c'est tout du pif et t'as de la chance. Pas vraiment, en vrai. Genre, j'ai eu une info notamment sur KTM. J'avais mon père qui m'avait dit pour Vietti. Et pour Anjou, en fait, j'avais eu des échos et je suis tombé sur un post tout lambda sur Insta avec une photo d'un leak et c'est pour ça que j'avais posté ça. Ok, bah écoute, on verra la suite si tu continues à avoir des bons calls comme ça. Hein, il me semble que je t'avais envoyé une photo en DM en plus de Anjou, celle qu'il a postée sur Insta. Je l'avais 10 jours avant dans ma galerie. Mais tu l'avais trouvé. Non, mais attends, mec, tu l'avais pécho du coup, la faut nous expliquer. Gros. Mais je t'avais envoyé la preuve en plus, hein, que je l'avais bien chopé 10 jours avant qu'il la poste. En fait, je connais des mecs dans le paddock et bah, il l'avait eu pendant les tests à Barcelone. Ok, donc la photo a été prise par un mec que tu connais ou et que t'avais réussi à la voir comme ça quoi. Est-ce qu'elle a été prise ou est-ce qu'il l'a reçue, j'en sais rien, mais en tout cas, je l'ai eu comme ça. Ok. Je comprends. Bah écoute mec, je te dis, on va continuer à suivre, savoir si t'as toujours des bons calls. Sinon, si tu te rates, je t'appellerai le médium de Wish. Hein. Franchement, il n'y a pas de malaise. Hein. Le mec est venu là ce soir juste pour se prendre un coup de pression. Ouais, c'est ça, en fait, genre, je l'ai proposé, mais juste je lui mets des punch. Je suis vraiment une ordure. Vraiment, je vais plus rien lire du coup. Le mec l'a jeté sur un tremplin histoire qu'il soit bien haut et après il lui tire dessus en l'air. C'est vraiment... Du coup, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec quelques petites infos. On va essayer de parler un peu Moto 2, Moto 3 parce que toi, c'est quelque chose que tu suis pas mal, Léo. Donc, c'est pas toujours le cas parce que on a reçu pas mal de gens qui suivent beaucoup le MotoGP, mais pas le Moto 2, Moto 3. Et nous, on aime bien ça. Enfin, je sais que Maxime, toi, t'es un peu comme moi aussi, t'aimes bien ça. Donc, on va essayer d'en parler un peu plus qu'on le fait d'habitude. La news qu'on a eue ce week-end, c'est Sasaki qui signe en Moto 2. Et si je me trompe pas, vous m'arrêtez si je me trompe, qui en plus de cette signature rejoint le Giron Yamaha. Donc Léo, est-ce que c'est un peu comme Manuel Gonzalez qui en Moto 2 est un pilote un peu brandé Yamaha?
Bah, c'est exactement ça. Ils ont un peu comme KTM ou GazGaz, essayer de lancer une filiale, un peu comme ce qu'on peut retrouver en F1 avec les académies. Et du coup, ils ont un line-up en Moto 2 et ils prennent des pilotes et ils rentrent dans le giron Yamaha dans le but de les envoyer plus tard plus haut en MotoGP. Donc là, ils avaient Kota Nozane, si je dis pas de bêtises, et Ouais, ça me Manuel, parle. Ouais, c'est et ça. Manuel Gonzalez. Et du coup, Manuel Gonzalez, il y avait des rumeurs comme quoi il pouvait partir de ce team-là. Donc ils ont pris Ayumu Sasaki, qui est, je pense, un des pilotes qui a la plus haute vitesse de pointe sur un tour en Moto 3. Pour moi, c'est une bonne pioche pour eux. Ah ouais, moi je suis pas archi d'accord. Après, je te demandais ton avis, Maxime. Enfin, c'est pas nul. Ayumu Sasaki, c'est quand même un bon pilote, comme tu dis. Il a une bonne vitesse de pointe. Il joue le titre cette année, mais c'est quand même. Enfin, c'est pas un gars que je vois comme un giga crack. Alors après, il peut pas y avoir 25 ou 30 cracks sur la piste, hein. À un moment donné, tout le monde n'est pas Pedro Acosta ou Raúl Fernandez il y a 2 ans. Mais je trouve pas ça. Je trouve pas ça dingue. Je pense qu'en se réveillant plus tôt, ils auraient pu aller pécho quelque chose de plus intéressant que Sasaki. Bien que ce soit. Non, mais bien que ce soit pas nul non plus, tu vois. Genre. Non, mais se Pour moi, réveiller plus tôt et Yamaha dans la même phrase, c'est compliqué. Ah, quoi. pardon. Non, mais j'ai un peu l'impression qu'ils sont en retard surtout en ce moment. Tu vois, KTM, ça fait quand même un moment qu'ils sont sur le dossier Académie. Je pense que c'est un bon exemple pour le coup. Ouais. Parce que quand tu vois tous ceux qui sont passés par chez KTM et qui sont en MotoGP maintenant, t'en as quand même un bon paquet, hein, et c'est pas les plus mauvais, loin de là. Mais je pense qu'ils font avec ce qu'il y a sur le marché aussi en ce moment. Je pense que quand même Sasaki c'est plus sexy que Gonzalez par exemple, ou que Nozane. C'est une référence un peu au-dessus. Après, il faut que ça se construise. Mais c'est toujours pareil, qui c'est que tu fais venir dans ton giron si derrière t'as pas de moto donnée? Bah, ça, c'est Parce que compliqué. Je pense que l'objectif à terme, c'est de remettre 4 motos en MotoGP. Donc c'est pour ça que il commence par ça. Plus sexy que Gonzalez sur le papier, oui, mais il fait une bonne saison quand même. Alors plus sexy, le nom claque un peu plus que celui de Manuel Gonzalez parce que moi je connaissais pas du tout avant cette année. non Après plus. je suis pas une référence. Comme j'ai dit, Manuel Gonzalez pour moi c'est un PNJ de Red Dead Redemption, rien d'autre, tu vois. Mais il fait une saison très honnête. Je trouve Manuel Gonzalez surtout fin de saison là, il se présente pas mal. Bien sûr. Donc si l'année prochaine leur line-up du coup c'est lui plus Sasaki. Rien d'officiel avec Sasaki, parce que comme je disais, Manuel Gonzalez, il y avait des discussions pour aller chez Gresini. Ce qui se disait au tout début, c'était que Didier Antonio allait redescendre chez Gresini avec Gonzalez, sauf qu'il y a eu la signature d'Arenas entre temps. Du coup, il reste plus qu'une place chez Gresini et du coup une dans le team Yamaha Moto 2. Ok, bah effectivement, entre DJ et Manuel Gonzalez, je sais pas, tu vois, je suis pas sûr. Je sais Après, pas quel pour joueur. moi, En tout cas, Vas-y. pour moi, l'erreur, elle est pas vraiment dans la gestion Yamaha. Enfin, KTM et GazGaz, ils forment dès le plus jeune âge avec la Rookies Cup. Et GazGaz, ils sont engagés dans toutes les catégories Junior Cup, ETC, même en Italie. Donc c'est-à-dire que les mecs, ils les payent dès le début. Ils vont les former, ils auront aucune peine à les lâcher s'ils avancent plus tard. Et en fait, je prends l'exemple de Izan Guevara avec GazGaz. Il a tout le temps été dans le giron. Il a gagné première année avec la ETC, première année en Junior Cup, deuxième saison en Moto 3. Après une première saison pas trop mauvaise, je pense. Là, il galère en Moto 2, mais ils l'ont quand même sécurisé pour l'année prochaine. Donc je pense qu'il faut aller plus loin que la Moto 2. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Maxime, t'avais un truc à dire? Je sais plus gros. Non, c'est sur le papier, je trouve que le prospect Sasaki en tout cas est plus intéressant enfin, est plus clinquant en tout cas que Gonzalez quand ça arrive comme ça. Je pense que sur le marché t'as pas grand chose de plus à aller chercher. Je comprends pas pourquoi personne va chercher Olgado d'ailleurs. Ils doivent tous avoir une raison, hein. Mais personne, cheveux, on dirait que personne ne le veut. Il re-signe en Moto 3. Peut-être que lui après parle bien de prendre de ses cheveux. Après, peut-être que lui, il n'a pas eu d'offre qui le satisfaisait aussi. Peut-être qu'il voulait attendre d'avoir quelque chose de plus solide que ce qu'on lui a proposé. Je suis pas du tout au courant. Mais voilà, après, Sasaki, c'est pas une mauvaise idée, je pense pas. Et pour revenir sur ce que disait Léo, ok, KTM, GazGaz accompagnent depuis longtemps, mais ils n'ont pas 12 motos. Quand tu vois le plateau Moto 3 qu'il y a, ils sont pas tous KTM ou GazGaz. Il y a quand même des pilotes qui sont quand même assez intéressants, je pense, en dehors de tout ça. Donc, il y a de la place. Je pense qu'il y a de la place. Ouais,
Je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je pense qu'on peut prendre 2 minutes pour parler d'Olgado. Moi, je suis un peu comme l'avis de Maxime. Je comprends pas trop. Il fait une super saison, candidat au titre. Il a l'air d'être vraiment très intelligent sur la moto. Est-ce qu'on a une explication du pourquoi il passerait pas en Moto 2, Léo? Je sais pas si. J'ai aucune explication officielle. Maintenant, il a tout le temps été protégé par GazGaz en très jeune. Il a décidé de quitter le giron parce qu'il n'avait pas sa place l'année dernière en Moto 3 et il a tenté le Paris KTM. Derrière, il a été envoyé chez Tech 3 assez injustement parce que sa saison n'était pas non plus mauvaise. Mais il y avait Rueda qui tapait à la porte et il pouvait pas s'en passer, pardon. Et je pense que du coup, il s'est peut-être fermé les portes à une montée en Moto 2 cette saison. Il voulait certainement la KTM que Honju a récupérée. Et pour moi, c'est la seule explication logique à sa non-montée. C'est qui à côté de Honshu d'ailleurs? Yeti. Vietti, ouais. Vietti, putain, quelle honte. Moi, vous connaissez mon désamour de Denis Honju, tout le monde le connaît. Et c'est un secret pour personne. Par contre, à choisir entre les deux, je crois que je comprends Ajo d'aller plutôt sur Honju. Il a l'air d'avoir un potentiel incroyable, Denis Honju quand même. Non mais, il a l'air d'avoir je vois ta tête, il a l'air d'avoir énormément de vitesse. Et qu'il a pas de cerveau, putain, c'est gravissime. Ah bah par contre, il a pas de on cerveau. en parlera après, mais... Non, mais c'est sûr. Un pilote moto, c'est pas que de la vitesse. Sinon, t'as Brad Binder, quoi. Tu tombes tous les week-ends, tu vas vite, c'est bien. Mais... Oh, c'est très très dur ça. Ce que je veux dire, c'est que. Alors, oui, c'est pas que de la vitesse, mais je pense que c'est plus facile de canaliser un mec qui va très vite plutôt que de faire aller vite un mec intelligent. Bien sûr. Après, bon, ça fait 8 ans qu'il est là quand même. Donc ça fait 8 ans qu'on essaie de le canaliser à un moment donné. Mec. C'est ça, deuxième ou troisième saison? Troisième, je crois. Non, troisième, je crois. Ouais. Je pense que c'est troisième. Ouais, je pense. Moi, bon, on va en parler tout à l'heure des Honju parce qu'il a encore fait une belle performance Honju-esque ce week-end. Mais on va en reparler. Messieurs, un mot rapidement sur Acosta qui joue au poker menteur. Apparemment, il a déclaré ce week-end que finalement c'était pas fait, qu'il aille en MotoGP, c'était plus sûr. Mais là, juste avant qu'on enregistre, ça vient de drop des infos en disant que apparemment c'était scellé et c'est Augusto Fernandez qui passerait pilote de remplacement en 2024 pour laisser son guidon à Pedro Acosta. Alors, c'est du conditionnel pour l'instant. Qu'est-ce qu'on pense de ça, Maxime? j'ai l'impression que KTM, ils ont essayé de pousser tout le monde dehors sauf Binder. Et c'est le premier qui a lâché qui est sorti. Vraiment. Après, c'est peut-être celui qui avait le moins d'arguments en sa faveur, parce qu'il n'était pas renouvelé. Espargaro avec contrat, il a des sponsors, de l'expérience, et c'était sûrement difficile à casser comme contrat, j'en sais rien. Peut-être que ce sera une bonne référence aussi pour dans le conditionnel où ça se fait. Peut-être qu'il préférait avoir cette référence-là à côté d'Acosta. Et peut-être que aussi Espargaro a dit vous me mettez dehors mais je reste pas, et peut-être qu'ils veulent pas se passer de lui. Donc il n'y a pas vraiment de logique là-dedans. C'était vraiment j'ai pas l'impression qu'il y avait un vrai bon choix. Parce qu'Espargaro depuis qu'il est revenu est pas transcendant. Par exemple, on en parlera plus tard, mais Fernandez fait une course plutôt honnête le dimanche sous la pluie. Pas vraiment de bon choix. Léo, et je pense que pour finir, vas-y. excuse-moi, je pense que c'est peut-être un peu précipité de filer une officielle à Acosta aussi. Alors, je suis hautement en désaccord avec ça, mais je comprends. Léo, je t'écoute. On en discutera si tu veux. Vas-y. Je suis plutôt d'accord avec l'avis que Fernandez c'est la solution de facilité, dans le sens où il n'a pas de contrat, donc rien à payer pour le casser ou je sais pas quoi. Donc ils ont juste à ne pas le renouveler et mettre Acosta à sa place. Puis au final, je crois que les GazGaz elles ont des motos officielles, si je me trompe pas. Donc en termes de différence, il n'y en aura pas et on verra s'il est vraiment rapide. Après j'ai vu une stat qui est ouf, c'est que ils ont viré Lecuona, Gardner, Fernandez, en fait tous leurs derniers pilotes qu'ils ont pris dans le Team Tech 3 qui est devenu GazGaz, ils les ont virés au bout d'une saison. C'est un management dur, mais comme j'ai mis sur Twitter, ils visent vraiment la performance et il faut être rapide directement. Et là où Augusto Fernandez avait été bon pour moi en première saison, il le vire, c'est... Je sais pas quel message ça envoie, mais voilà. Vas-y, Maxime. Juste, je pense la seule diff entre GazGaz et KTM, ça doit être les nouvelles pièces peut-être,
qu'ils ont pas en Oui, même temps. Je pense peut-être pas que- qu'ils aient eu le châssis carbone ce week-end, par exemple, tu vois. Ah, c'est sûr, ils l'ont pas eu. Ouais. Et pour revenir sur ce que dit Léo, c'est très juste, mais je pense que c'est aussi les limites du système KTM, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de prospects, ils ont beaucoup d'équipes, beaucoup de jeunes qui arrivent, presque un par an, voire plus. Donc, à un moment donné, ça essore, quoi. Hein. C'est une essoreuse. Si tu fais pas ta place, t'écrases pas tout, tu dégages. En sachant qu'en plus, ils se permettent d'aller prendre un Jack Miller, un Espargaro qui était plus chez eux, à les reprendre. Donc forcément, c'est un peu sans pitié, mais ils ont un vivier de pilotes qui arrivent en constant, en fait. Enfin, à part quand tu mets Albert Arenas sur une moto, bon, c'est pas de chance, mais tous ceux qui arrivent généralement sur les officiels en Moto 2, c'est loin d'être des peintres. Et encore, ils ont pu se passer de Rocky Martin, quoi. Parce qu'il était aussi chez eux. Hein. Ouais. Donc, Mon avis là-dessus, juste je vomis une nouvelle fois sur la Dorna qui a refusé une 3e moto officielle à KTM. Parce que d'abord KTM a approché RNF, ils ont approché Cecchinello pour essayer de mettre 2 motos de plus. Les teams ont refusé, bon ça va, c'est leur droit. Mais apparemment, c'est ce qui se dit, c'est qu'ils auraient demandé à l'autorisation de mettre 3 motos officielles, comme l'a fait Honda en 2012, avec Stoner, Dovizioso et Pedrosa. Et ça leur a été refusé, je comprends pas pourquoi. Je n'ai aucune raison parce qu'il n'y a que 22 motos sur la grille, donc 23 motos c'est pas qu'à attendre, on a déjà eu bien plus. Enfin, je comprends pas, en plus ça n'a pas de sens. Et la réflexion, vas-y. pardon. Non, vas-y. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'argent là-dedans? Parce que du coup, plus d'équipes, plus d'argent à donner, ou plus d'argent à répartir. Déjà que c'était un peu le bordel en début d'année pour les courses sprint, ils savaient pas comment ils allaient redistribuer les primes, etc. Donc tu mets 2 motos de plus. Je sais pas comment ça se passe. Mais en fait là on a... Parce que je vois pas d'autres raisons, parce que surtout que, imagine, enfin je suis désolé, mais côté marketing, imagine tu lances une écurie par exemple, Red Bull, KTM, s'ils arrivent à ce projet là devant la Dorna, où tu dis on a un projet l'année prochaine, on met Marquez et Acosta sur 2 motos officielles. Enfin, je vois pas, mec, niveau marketing et image de la moto, c'est... Moi c'est pas des questions effectivement auxquelles je pense, donc pourquoi pas, mais je me dis on avait 24 motos l'année dernière, on est redescendu à 22, pour moi en avoir 23 l'année prochaine c'était... En termes de partage du gâteau, c'était pas compliqué quoi, tu vois. Enfin, c'est ce que je me... Ouais, après peut-être qu'ils veulent pas se fermer à d'autres constructeurs, Mais je sais pas trop ce que c'est leur réflexion. je pense Parce que là, l'année dernière, autant tu perds un 26, constructeur 20 d'accord. jusqu'à 26-28 motos, c'est ok à mon avis. Hein. Donc même si tu donnes une moto de plus à KTM et que BMW arrive en disant nous on veut mettre 2 motos, ça passe encore, hein, tu vois. Et au Après, il y pire, a plein de sujets qui rentrent en compte. En La plus, sécurité oui, voilà. aussi, genre tu te vois faire passer 2 motos en plus sur des départs encore. Fin... Mais on le Je faisait sais l'année pas. dernière. Ouais, mais t'avais pas de course sprint l'année dernière. Ah ouais, d'accord, mais... Franchement, pour moi, 22, 24, 26 jusqu'à 28 pilotes, ça va, tu vois. Plus c'est chaud. Faut Bien pas sûr. aller à 30 à mon avis. Mais je Mais je suis d'accord avec toi. En vrai, je suis dégoûté qu'il l'ait pas fait. Hein. Mais Non, j'essaie de me mettre à leur place. Essayer de trouver Ouais, je comprends. Non, mais t'as raison. Et parce qu'on n'a pas toutes Parce les que variables c'est en tête. inexplicable. On sait pas. On a vécu des saisons de Moto 2 à 40 pilotes presque. Après, il me semble, de ce qu'ils disaient dans le contrat, que ce serait pas du coup un pilote dans l'équipe, mais il aurait un rôle important. Un peu à la Pedrosa, mais avec beaucoup plus de wildcard. Et bon, après, ça c'est personnel pour lui, mais je crois que c'est son salaire qui va gonfler énormément, quoi. Donc peut-être que ça peut Ouais. peser dans la balance. En gros, il lui Ouais, il paye. faut passer la pilule autrement. Ouais, c'est ça. Je comprends. Messieurs, on a fait le tour des news, enfin des news qu'on avait envie d'aborder, parce que sinon on aurait pour 7 heures. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la course Moto 3, c'est parti. La course Moto 3 au Japon sur ce circuit de Motegi, la traditionnelle question, vous y êtes habitué. Maxime, qu'est-ce que tu penses de ce circuit ? Mec, je suis incapable d'avoir un avis sur un circuit en vrai. Le circuit, enfin, je trouve ok. Non mais random. Il est bien. C'est un chouette circuit avec de la variation. Il y a des parties techniques, des parties un peu moins. Et ça permet d'avoir du dépassement. C'est bien. On y revient quand ils veulent. Léo, ton avis ? Moi j'aime bien le tracé, surtout le passage sous l'espèce de pont, là, niveau caméra, je trouve que ça rend super bien. Puis comme disait Maxime, il y a des passages rapides, des fois ils descendent, je crois que c'est le circuit où ils passent le plus de rapports sur un tour. C'est ça. Moi je trouve physiquement c'est ouf et je trouve ça magnifique en on-board. Mais après, on en parlera certainement après, mais ça n'a pas donné des courses terribles ce week-end.
Mais ouais, sinon, j'aime bien le tracé, personnellement. Ouais, je te rejoins. Alors en fait, c'est Thomas Morcelino qui a sorti l'info. En fait, il passe 42 rapports par tour. Je crois que ça fait plus de 1000 passages de vitesse sur une course complète. C'est le. En quelle catégorie? En GP? En GP, ouais. C'est du coup le circuit où il y a le plus de changements de vitesse, donc c'est physique pour les pilotes. Et surtout, il y a 1, 2, 3, 4 gros freinages. Donc c'est compliqué, c'est le circuit qui en demande le plus pour la partie freinage, disque plaquette. Moi j'aime bien. Suzuka est un mes circuits préférés. On n'y va pas à cause de ce qui s'est passé en 2003 et de la sécurité. Et presque Motegi peut me le faire oublier parce que je trouve que c'est vraiment bien. Et je compléterai tout ce que vous avez dit avec il y a le freinage, je pense, le plus difficile et le plus impressionnant du championnat. Celui qui est en bas de la descente, juste avant le pont, justement là. J'ai des souvenirs de freinage de Pedrosa invraisemblable à cet endroit-là. Donc ouais, c'est assez impressionnant. Donc plutôt cool le circuit. La course Moto 3, donc pole de Jaume Mazia avec un all shot de l'ami Denis Onju. Olgado et 2, Mazia et Sasaki sont en embuscade derrière en 3 et 4. Alors, pardon. Les deux vont passer les KTM qui essayaient de s'échapper, mais Mazia et Sasaki les laissent pas faire. Derrière, on a une chute d'Artigas, personne n'est étonné, bien entendu. Chute à toutes les courses, mec. Ah non, mais c'est un truc de fou, hein. Je le vois jamais, sauf quand il tombe en fait, à la télé. C'est vraiment. En Moto 2, il y a Alcoba, en Moto 3, il y a Artigas. Et en MotoGP, il y a Mir, bien sûr. Mais oui. Chute de Honju après une gestion de course calamiteuse. On va en reparler après. Bah non, Maxime a envie d'en parler, vas-y. Non, mais vas-y. Mec, viens, on s'y arrête de suite maintenant. Histoire quoi. Vas-y. Pourquoi tu fais ça, mec? Pas de cerveau. Vraiment, genre, je pense qu'il a 2 neurones qui se battent en duel. J'ai pas envie d'être désagréable. Vous savez, je suis souvent un peu. Si, il mérite. Non, mais je suis souvent piquant, mais j'essaie de jamais être insultant. Voilà. Là, vraiment, lui, il me donne envie. Hein. Vraiment, parce que là, pour faire des gestes aux autres en disant suivez-moi, machin et tout, il y a du monde. Là, il a gâché la course de Sasaki et. Mais Sasaki, de Olgado. Mec, il était. Mais, je l'ai rarement vu comme ça sur une moto, faire des gestes. Mais oui, parce que une fois que Honju est tombé, Mazia, il s'échappe plus. En fait, Sasaki, il avait le même rythme que Mazia, sauf que Honju lui a saboté sa course à faire n'importe quoi comme un enfant de 8 ans, là. Parce qu'en fait, si on y revient vite fait dessus, c'est quoi? C'est Mazia par devant, tout le monde s'attend à ce qu'il ait un rythme de fou furieux parce qu'il a dominé tout le week-end. Et en fait, Sasaki, tu vois qu'il est derrière et qu'il gère, parce qu'il se permet même de pas le doubler, alors qu'il pourrait à l'aspi. Après, est-ce qu'il pourrait vraiment ou pas? Mais enfin, il relève au bout des lignes droites. Et du coup, tu te dis, bah c'est ok, quoi. Jusqu'à ce qu'Honshu, il décide d'être débile et de vouloir le doubler absolument, de vouloir absolument passer devant. Alors, est-ce qu'il s'impatiente derrière en se disant, bah, si c'est comme ça, genre, bah, moi je passe devant et je roule plus vite, en fait, parce qu'au début de course, Honshu roulait plus vite. Mais du coup, en fait, à force de se doubler, il prend vite 5 dixièmes une seconde. Ouais. Et là, après, vraiment, Honshu genre surpilote pour combler, quoi, et il se met dans le bac, quoi. Enfin... On parle souvent de la gestion KTM qui est dure. Moi, je comprends pas qu'il lui ait toujours pas tiré les oreilles à ce qu'il recommence pas tous ces gestes et tout ça. Enfin, souvent, tu tweets sur ça, Kevin, mais c'est insupportable de le voir bouger. Enfin, conduit et tire beaucoup plus vite qu'en disant de le suivre. Mais en plus, alors là, on a eu l'exemple parfait il est bête comme ses pieds parce que tout ce qu'il hurle aux autres de faire tout le long de l'année, il est pas capable de le faire lui quand il faut qu'il le fasse, quoi. Parce que là, ça se voit. Nous, on le voit de la télé, il doit le sentir qu'il est moins rapide que Sasaki. Et il voit que Mazia s'en va. Genre, si t'as envie d'avoir une chance de jouer le podium ou la victoire, reste derrière Sasaki. Parce que et non, il le fait pas. Et je pense que au moment où il s'énerve là, c'est vraiment parce que genre Sasaki doute pas Mazia et que Mazia roule avec un rythme plus faible que quand c'était Honshu qui était devant. Du coup, genre le type vrille, mais je sais pas pourquoi, il reste des tours en plus. Il reste peut-être 12 ou 13 tours quand il commence à s'attaquer, peut-être un peu moins. Et le type vrille, il décide de ouais, ok, c'est moi qui mène. Et enfin, il était parti pour ça, quoi. Ouais, je le trouve cata, mais je reste sur ce que je disais. Je trouve que il va falloir le canaliser, ça va pas être facile parce qu'il a l'air d'en tenir une sacrée couche, le garçon. Mais je pense qu'il a une vitesse folle. Je pense que c'est un équilibriste, qu'il est capable de tenter des choses venues d'ailleurs. Comme la comparaison elle est facile, mais un peu comme Toprak. Sauf qu'il a une personnalité bien plus détestable que Toprak.
Et je pense qu'il croit beaucoup à ça, KTM, et notamment à Joe, de se dire ok, il part dans tous les sens. Si on arrive un peu à le canaliser, je pense qu'il peut faire des grandes choses. Mais est-ce qu'on peut pas faire un parallèle avec un peu Zarco quand il était en 125, qui bougeait pas mal sur la 125, et quand il est monté en Moto 2 avec Ajo, bah le mec il était super rapide, quoi. Il enchaîne 2 titres de champion. Bon, peut-être que ça a pesé dans la balance, mais enfin, Je- je sais pas. Je comprends ton parallèle, mais je le contredirais en disant que Honju il est déjà chez Ajo en Moto 3 en fait. Donc si, Que Zarco a un cerveau, en fait. si la structure finlandaise et la rigueur finlandaise de l'équipe suffisait pour lui garder un peu les pieds sur terre et la tête sur les épaules, ce serait, je pense, déjà un peu le cas. Et surtout que le mec, ça fait 150 ans qu'il est là, quoi. Oh, t'es dur, là par contre, t'es dur. C'est sa 3e saison. Mais il c'est progresse jamais, mec. Mais 3e saison, il avait toujours pas gagné. C'est une enclume. Mec, il fait toujours les mêmes erreurs. C'est gravissime. Et après, très bien. On pourra peut-être en parler avec Léo. Il me semble qu'il avait été, par contre, très rapide au test Moto 2. Il a été super rapide. Bah, ça a été le plus rapide, il me semble. Non, mais il y a des espoirs, mais ça m'exaspère de voir des choses comme ça. pour moi, il y a un scénario où l'année prochaine, il est tonitruant, vraiment. Bah, Mais au vraiment. test à Barcelone, c'est les Bosco Scuro qui ont été les plus rapides en amenant un châssis carbone. Et derrière, c'était Honjo. Incroyable. Ouais, je pense vraiment Ouais. qu'il y a un scénario où il est monstrueux l'année prochaine. Vraiment, et il fait une saison rookie à la Raúl Fernandez. C'est possible. Ça m'étonnerait pas. C'est possible. Derrière, donc revenons à la course, Mazia s'échappe et bah du coup, vu que Honjo a gâché la course de Sasaki, il n'arrive pas à le remonter. Olgado va tenter un passage dans le dernier tour au bout de la descente. C'était d'ailleurs plutôt assez joli. Mais Sasaki va réussir à le manger sur la ligne en ressortant mieux que lui dans le dernier virage. C'était le seul truc intéressant de cette course un peu boring, on va pas se mentir. Du coup, on est sur une victoire de Jaume Mazia devant Yumu Sasaki et Daniel Olgado. Stefano Nepa 4, Ortola 5, Munoz 6, Alonso 7, Kaito Toba 8, Ryuze Yamanaka 9 et José Antonio Rueda terminera 10e. Un petit point classement au championnat. Mazia est en tête du championnat avec 199 points, 6 points devant Sasaki, 9 points devant Olgado, 39 points devant Alonso et 52 points devant Denis Honju qui a tout perdu. Dans l'histoire, bah oui, il prend 25 points dans la gueule, quoi. Je sais pas si tu l'as noté, mais est-ce que vous savez combien Mazia a repris à Olgado sur les 4 dernières courses? Non, vas-y, je t'écoute. 61 points en 4 courses. Ah ouais. C'est énorme. Bah, en fait, leur trajectoire se croise dans le sens où Mazia est très très fort et Olgado a craqué un peu dernièrement, quoi. Ça, en moyenne, il lui reprenait 15 points par course, quoi. Bah, parce qu'il y a Catalogne où il tombe dans le dernier tour tout seul. Misano, je crois qu'il y est pas, Olgado. Ouais. Donc, ouais, c'est pas étonnant. Mais Mazia, moi, vas-y, Maxime, vas-y. Mais c'est surtout en fait ce qui est. Du coup, je reviens sur ce qu'on disait, désolé, mais c'est là où tu vois la différence quand même qui est assez criante. C'est que Olgado, il est capable de rester pendant le reste de la course derrière Sasaki en disant vas-y, travaille, je sais que tu vas vite, je reste derrière. Et au pire, il tente dans le dernier tour, tu vois. Et il surpilote pendant un tour pour essayer de gagner une place. Derrière, t'as les deux MTA, je crois, si je dis pas de bêtises. Nepa et Ortola, qui aussi pendant toute la course vont coopérer. Et ils vont se battre un peu dans les derniers tours parce qu'ils n'arrivent pas forcément. Mais ils étaient moins vite, mais ils ont essayé d'être intelligents, tu vois. C'est là où je trouve ça. Ouais. Ça m'exaspère. Je comprends. Dernière question avant qu'on passe au Moto 2, je vous la pose à tous les deux. Léo, toi d'abord, est-ce que c'est tout droit pour Mazia maintenant ou est-ce que c'est pas fait? Pour moi, c'est tout droit depuis Assen. Le mec, il a pas eu de chance. Je crois Silverstone, il tombe. Ouais. En Autriche, il a une casse moteur. Mais dans les deux cas, à Silverstone, il est premier, ça se voyait qu'il allait partir. En Autriche, il était dans le groupe de tête. Là, j'ai les résultats. Ses dernières courses, c'est premier à Seine. Après, il a les 2 abandons. Et après, c'est 2-2-1-1. Pour moi, là, c'est niveau mental, il est au-dessus et ça va au bout. Maxime? Bah, enfin. Enfin, quoi.
parce que là, tout à mais l'heure, c'est tu disais Onju, il est là depuis une éternité. Là, Mazia, il est vraiment là depuis une éternité. Aussi, et puis c'est surtout mentalement, c'est fort ce qu'il arrive à faire, je trouve, parce que il se fait rouler dessus les 2 dernières années par des mecs par des coéquipiers ou même par des rivaux, alors qu'il est là depuis longtemps et que c'est censé être une référence, quoi. Il fait des erreurs bêtes et mentalement il arrive à s'en remettre. Il fait un début de saison où, pas forcément de sa faute pour le coup, il y a quand même des bâtons dans les roues, quoi. Mais il passe par-dessus ça encore et il revient, quoi. Donc, qu'est-ce qui peut l'arrêter? Je sais pas. Après, attention, hein, parce que du coup, il est quand même, il a pas d'avance. Donc, une erreur et tout de suite, Sasaki Olgado, ça repasse devant. Hein. Donc, moi, je suis d'accord avec vous dans le sens où c'est tout droit, mais c'est pas acquis encore quand même. C'est tout droit. J'irai pas jusqu'au tout droit quand même. Non, mais Parce en que fait, pour ce le qui coup, fait il y a dire que c'est tout droit, c'est il y a sa de la forme concurrence. actuelle. La forme actuelle, s'il a pas de baisse de forme, les autres peuvent rien faire parce qu'il est vraiment très fort. Sur les 3 Après, derniers GP, c'est quoi? C'est 3 pôles? Il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà. Après, c'est très fort toute la saison. Hein. Son pire résultat, hormis chute ou casse, c'est 6ème en Allemagne. Enfin, la régularité, ce qui lui manquait d'ailleurs. Ouais, non, Puis en grave. plus, quand il finit pas, je pense que c'est généralement très peu de sa faute. C'est genre un crash où il se fait sortir, un truc comme ça. Enfin, Pour une fois, ouais. Donc, à voir pour ça. Messieurs, est-ce que ça vous dit on enchaîne sur la Moto 2? Pas de felon, c'est ça? Ah, tu veux parler de Felon? Non, mais on peut parler de Felon. Non, mais On peut. le pauvre, il est dans une mauvaise saison et je pense que l'annonce qu'il y a eu il y a pas longtemps, elle a scellé sa carrière. Et le pire, c'est que je pense que celui qui le remplace est moins bon que lui, parce que pour le coup, lui était talentueux, pour l'avoir suivi depuis longtemps. Je pense juste que le passage chez Honda, ça l'a tué. Après, il a eu la blessure, malheureusement, il a perdu son père. Mais pour le coup, le mec est vraiment talentueux, il peut être très rapide, et il va être remplacé par un mec qui arrive avec un sacré paquet d'argent. Je sais pas si ça sera flouté, mais. Non, hein, mec. Il y a aucun problème tant que. on veut son nom. C'est le Suisse, là. Je sais pas te dire le nom, mais Ted Wheeler ou quelque chose dans le genre. Enfin, le mec, Ok. même en junior GP, il a du mal à se qualifier dans les 105%. Donc, Oh putain. Ouais, c'est scandaleux là, pour le coup. Après, ils savent dans quoi ils s'embarquent. Hein. C'est bon. Il y a des Après, teams c'est comme ce ça, qui- ils ce qui- prennent un mec nul qui a de l'argent et un mec fort qu'on n'a pas en se disant. Tu vois. Ils ont qui à côté? Ils ont David Salvador là. ça n'a pas été officialisé. C'est pour ça que peut-être qu'il a encore une chance, mais bon, il y a Kelso qui est sur le marché, Salvador qui est sur le marché. Ouais, c'est pas malheureusement, c'est pas incroyable Kelso Salvador, mais force est de constater que c'est moins nul, quoi, tu vois, moins. Alors que ça se Mec, trouve, comme tu dis, ça en va termes de, tuer. en termes de potentiel, ça se trouve, Felon c'est mieux, mais ça fait 3 ans qu'on le voit Canal pas. pleine course qui font un point Felon pendant la course Moto 3 qui disent Ah, Lorenzo Felon, c'est pas mal, il est 22ème, il a gagné quelques places. T'es là, mec. Dites rien. Dis rien, frère. Ouais, c'est dur, on espère qu'il va rebondir. Même si c'est pour rebondir en super sport ou quoi, bah c'est pas grave, hein, mais il faut rebondir. Messieurs, c'est parti, on enchaîne tout de suite avec la sieste, la course Moto 2. Course Moto 2, donc oui, la sieste, parce que là, elle était archi chiante celle-ci, je vais vous la faire en accéléré. Paul de Chantra qui fait le all shot, Acosta va être gêné au départ, il perd beaucoup de place, mais il va les remonter. Lopez fait ses 2 longues laps, Ogura est solide P2 et Acosta du coup réussit à raccrocher la 3ème place. Chute de Loz, personne n'est étonné. Belle remontée de Garcia malheureusement qui va chuter, moi c'est mon gars Garcia, je l'aime bien et je trouve qu'il fait vraiment une belle fin de saison rookie là. La course va être figée, ça va se diriger vers une victoire de Chantra devant Ogura et Acosta, vraiment c'était boring as fuck, je sais pas ce que vous en avez pensé. Bah, c'est simple, j'ai mis mon réveil pour 10 minutes avant chaque début de course. En plus, j'étais en soirée la veille, donc c'était pas facile. Bah, Oh, je me suis endormi et j'ai dû le regarder en replay parce que. Et je pense que j'aurais pas dû d'ailleurs. Ah non, du temps, t'as perdu 1 heure de ta vie que tu reprendras jamais là. Le reste du classement, Jack Dixon 4ème, Salach 6ème, Manuel Gonzalez. Salach 5ème, Manuel Gonzalez 6ème, Marcos Ramirez 7ème, Harold Canet 8ème, Zonda van der Goberg 9ème et Darren Binder 10ème. Tony Arbolino n'est que 11ème, c'est Kata. Frère, tu joues le titre, tu peux pas perdre contre Mais comment Van on der parle Goberg et Ramirez, tu vois, t'as pas le droit. Surtout mec, que tu fais dépasser à la régulière. Ouais. Oh.
Mais Encore c'est pas Lopez, il prend double long lap. Ouais. Excusable. Mais mec, les mecs qui sont censés jouer le titre, Arbolino Canet, mais vraiment, c'était... Quelle catégorie de clown cette année, c'est gravissime. Mec, tu vois la course, mais s'il te plaît, mets la musique du carnaval à la place de la musique des motos pour le générique. J'ai regardé la course tout à l'heure du coup pour la rattraper, mais ça m'a fait péter un plomb. Tu te retrouves avec un mec qui est 2ème au championnat, qui se bat contre Pagani Zonta là, je sais pas qui c'est. Mais le mec le plus sérieux, c'est Cal Crutchlow du pauvre. Il est là, lui aussi, il est passé par toutes les catégories avant d'arriver là, il met 8 saisons à être fort. Alors Acosta est stratosphérique, parce que quand tu regardes les stats, je me laisse noter, genre sur 15 courses ou 14 courses, il fait 11 podiums, 6 victoires, c'est... Ouais. Mais quand tu mets la feuille en face, qui tu as de sérieux, mec, t'as Sam Lowes, c'est mec, il y a pas mieux que lui, je pense, niveau repère des bacs à gravier du monde entier. Et je pense que lui, il est on the top. S'il aura gagné un championnat dans sa vie, c'est bien ça. Aldeguer, qu'on en parle, je vais faire le tour du plateau, ça m'a énervé. Mec, on le voit pas de la course, le seul moment où on voit, il tire tout droit dans... Mec, il y a 2 courses, c'était Dieu. Il est nulle part. C'est... Mec, vraiment, la Moto 2, le niveau est... Sur cette course, en tout cas, c'est... Alors, je suis d'accord avec toi. Grosso modo, moi, j'avais dit au début d'année que la saison Moto 2 me hypait parce qu'il y avait beaucoup de noms qui étaient intéressants. Et même si je pensais qu'Acosta allait rouler sur tout le monde, je trouvais que la saison allait être cool. Et je trouve que cette année, on a eu un peu plus de courses intéressantes que les années précédentes. C'est-à-dire qu'il y a eu des courses... Alors, pas du tout celle de Motegi, qui était horrible. Mais je trouve qu'on a eu des courses très cool. Alors que d'habitude, on avait une par an. Là, je crois qu'on est déjà... Je ne saurais pas les nommer de tête, mais 2 ou 3 qui étaient vraiment pas mal. Et moi, je vais te le faire. Le truc, c'est qu'il y a trop de mecs décevants. Chantra, là, il gagne, mais il est pas là de la saison. Ogura, il revient fort, mais blessé au début de la saison, c'était compliqué. Acosta, il fait la saison qu'on attend. Dixon, c'est le seul mec qui surperforme par rapport à ce qu'on attendait. Moi, je l'attendais pas là, et il fait une bien meilleure saison que ce que j'attendais. Philippe Salach aussi, effectivement, je suis un peu dur, je l'attendais pas du tout, et il fait une saison honnête. Manuel Gonzalez. Tu te rends compte de où on en vient, quand même. Mais oui. C'est-à-dire que Manuel Gonzalez, Jack Dixon, on est content, mais il a 95 points de retard. En fait, Manuel Gonzalez, pareil, on l'attendait pas. Marcos Ramirez, on le voit pas. Là, il est dans le top 10, mais voilà. Canet, sa saison, elle est à gerber. Sa saison à rendre Canet. Ça fait 8 ans qu'il est là, il n'a pas gagné de course encore. Yvan serait là, il dirait mais les gars, fallait me demander il y a 5 ans, je vous l'aurais dit, moi on n'y a jamais cru à ce mec. Le mec, il met des nœuds papillons en bois. Van der Goberg, bon bah voilà. Darin Binder, il fait exactement la saison qu'on attendait. C'est-à-dire, c'est naze. Tony Arbolino, il a fait une demi-saison. Il a fait une demi-saison honnête, vraiment, où ça a vraiment cassé les couilles à Acosta et tout, et depuis, le néant. Tony Arbolino, ouais, voilà. Joe Roberts. Bah voilà, Joe Roberts, il a fait une course bien l'année dernière. Qu'est-ce qu'il fait dans cette discussion déjà, lui? Non mais je suis en train de faire classement. Il a fait une course bien la semaine dernière. Rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine course honnête. Enfin, tu vois. Et Alonso Lopez, bah pour moi c'est un joueur de bowling. Mais Joe Lopez, frère, c'est pas Alonso Lopez, c'est pas le bon. Non mais voilà. Et après, Izan Guevara c'est Kata. Enfin voilà, Arenas c'est Kata de chez Kata. Aldeguer il fait une course bien sur 5. On parle de Foggia quand même, on l'a vu, il est tombé. Ouais, c'est le seul fois où on le voit, lui, c'est pareil, c'est le Artigas du Moto 2. Très différent sur les rookies, mais moi je trouve que c'est pas dégueulasse parce que la différence entre Moto 3 et Moto 2 elle est énorme, comme on sait. Ouais. Garcia, pour le coup, il est vraiment très bon. Il m'a impressionné, c'est pas lui que j'attendais le plus haut. Guevara, là, depuis quelques grands prix, depuis que ça va mieux, bon, lui, c'est un mec niveau mental, il s'est fait quitter par sa meuf, du coup, il roulait plus bien, il s'est blessé et tout. Depuis qu'il s'est remis avec, il a réaccéléré. Oh mais non, mais là je suis obligé de démonter. C'est pas possible, frère. T'es un pilote professionnel et t'arrives plus à mettre tu rates toutes les cordes parce que ta meuf elle envoie des DM à quelqu'un d'autre. C'est le meilleur inside qu'on ait jamais eu de la saison. J'arrête. C'est bon. Mais je sais pas si vous le suivez sur les réseaux, hein. D'ailleurs il s'était mis une PP noire, il postait plus ses résultats et tout parce que il a eu des problèmes avec sa copine. Et depuis qu'ils sont ensemble, ils mettent que des stories ensemble. Et mentalement ça a joué. Mais comment tu veux espérer qu'un mec dans sa carrière aille faire quelque chose si quand il se fait larguer par sa meuf il perd 2 secondes au tour?
Tu sais que, Enfin, par contre, Premier degré, je suis un team manager, il saute, je m'en bats les couilles. Enfin, mais mec, mais une pépé noire, on dirait genre sa daronne, elle est dead. Je suis désolé, mais Et moi, ça Surtout, peut-être pardon, vas-y, choquer certaines personnes, mais pour moi, il est niveau talent, il est équivalent à Acosta. Enfin, ce mec, son niveau jeune, il est monstrueux. Genre, il est roulé sur Acosta, mais il le mangeait en triple dessert. mais, mais faut ça, pas qu'il par ait une contre, meuf, je juste, en comprends fait. parce que c'est... sa saison Moto 3, elle est monstrueuse l'année dernière. Mais putain, là, son début de saison, sa blessure, plus, bah, apparemment, c'est En fait, problème le pire, de... c'était pas sa blessure. C'est ça le pire. Mais Putain, je savais pas du tout. la dernière les 2 dernières courses, il fait mieux que Dixon, alors qu'ils ont la même moto. Là, ce week-end, il est Pas pas grave. si loin de ça. Moi, je trouve qu'il. À la dernière course, Dixon, il se fait jeter par terre. Ouais, mais Il se fait jeter par terre par Lopez, et là, pas si loin que ça, t'es un peu dur, il prend quand même... Je pense qu'il doit prendre 15 secondes. Il prend Ouais, 15 mais secondes. je parle par rapport au chrono sur un tour, c'était pas dégueulasse. Enfin, du moins, il y a un réveil de son côté. Et moi, pour moi, je l'avais placé en mec à surveiller l'année prochaine. Enfin, cette saison, du coup. Et pour moi, l'année prochaine, c'est un mec qui peut jouer le titre et se réveiller, mais franchement. Et Ah, l'année mais- prochaine, le mec, ça s'il m'étonne écoute pas. l'épisode Anshu, il baise sa meuf, il gagne le titre. Vraiment. Non mais. Je pense que je vais pas m'en remettre. Mais non, moi, je suis d'accord sur le potentiel du mec. Mais bon, à voir. À voir. Il va falloir sortir le clip l'année prochaine quand il sera champion et que je le récolte. Vas-y, pas de problème. On sortira l'extrait. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec la course MotoGP parce que là, il y a pas mal de trucs à dire malgré la faible distance de la course. Donc, je vous propose qu'on enchaîne. C'est parti. La course MotoGP, donc sur ce circuit de Motegi, ça n'a pas changé. On est toujours au même endroit. Paul de Jorge Martin. C'est lui qui va partir avec la BM, je pense. À un moment donné, à mon avis, il y a bagarre entre lui et Bezzecchi, mais je pense que c'est lui qui est en tête. Bon, on s'en bat les couilles, c'est pas très intéressant ce que je dis. De ouf. Johan Zarco 10ème et Fabio Quartararo 14ème, c'est une catastrophe, on adore. Du coup, Jorge Martin va s'échapper pour aller l'emporter dans cette course soporifique. Binder 2ème et Bagnaia sera 3ème. On aura une belle remontée de Johan Zarco à la P5. Quartararo sera inexistant et Bezzecchi sera un peu en dedans. Il va même faire une erreur alors qu'il jouait la 4ème place à Marc Marquez. Il va faire une erreur. Non, la 5ème place, Oui. du coup, parce que c'est Miller qui va être 4ème. Donc voilà, une course un peu soporifique. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la course sprint? Ça m'arrange. Alors, course du dimanche, et là, il va y avoir des trucs à dire. Je vais vénérer Attends, tout de juste. suite. Vas-y. Question, il part d'où Marquez? 7. 7ème, Ok. et pas mal. Ah, il passe par la Q1. Oui, par contre, il passe par la Q1. Ok. La course du dimanche. Donc, alors, là, ça va être très très compliqué parce que je vais avoir du mal à tout résumer comme je le fais d'habitude parce qu'il s'est passé trop de choses. Donc, on va faire ce qu'on peut et on fera peut-être des petits flash forward ou flashback si on a besoin. Course avec un départ en pneus slick alors qu'il pleut des cordes au moment du tour de chauffe. On reviendra sur cette Bon, décision t'abuses. de Les cordes, t'abuses. mec. Il pleut pas tant que alors, ça au mec, départ. Alors, sur la dernière partie du circuit, virage 9-10 là, il tombe très fort, vraiment au premier degré. Sur la première partie du circuit, il y a quelques gouttes. En fait, si tout le circuit avait été comme les 2-3 premiers virages, je pense que ça passe en slick. Mais sauf que le fond du circuit, mec, ils peuvent pas mettre d'angle. C'est On en grave. reparlera sur le choix. Mais Ouais, on en reparlera du choix. Dès le premier virage, du coup, Bezzecchi va sortir Vignales et Zarco. On attend encore la pénalité, mais on va en parler aussi. Tout le monde va passer les pneus pluie dès la fin du premier tour, sauf Quartararo, Pirro, Bradel, Morbidelli et Crutchlow. Donc, entre guillemets, les 3 pilotes d'essai et les 2 pilotes Yamaha. On m'a compris. Jorge Martin est en mission, mais il va faire quelques erreurs, mais il est vraiment en mission. Ça se voit, il est full déter. Marquez est dans le rythme, mais Bagnaia est solide aussi. Chute de Binder qui, moi, va me décevoir. Je pense qu'il a eu un problème au changement de pneus parce qu'il est dans le bon paquet et à la sortie du box, il est 17 ou 18ème. Donc il essaie de remonter et je crois qu'il est top 10 quand il va perdre l'avant assez violemment. Johan Zarco, il n'est pas tombé quand Bezzecchi l'a sorti. Donc lui, à la fin du premier tour, il est allé prendre la moto avec les pneus pluie. Il est reparti et il est sur une autre planète. Il vole clairement sur la piste. Il n'y a pas d'autre mot. Tous les tweetos là, quand ils sont en train de m'expliquer leur vie, j'en ai rien à péter de votre avis à la con. Oui, il tombe. Alors on va revenir longuement sur Zarco. Je dis juste,
il était monstrueux hier. Monstrueux, tout simplement. Panne pour Alex Espargaro et Miguel Oliveira. Alors je crois que Miguel Oliveira, c'est un problème de casque qu'il a eu, si j'ai bien lu. Et Alex Espargaro, c'est une panne. Donc apparemment, dès qu'il pleut, l'Aprilia s'arrête. On dirait mon 103 quand j'avais 15 ans. Ouais, c'est ça, quand il fait chaud, ça s'arrête. Quand il pleut, ça s'arrête. Je pense qu'il faudrait qu'il vérifie. Faudrait qu'il vérifie le variateur. Je pense qu'il y a de l'eau qui rentre dedans. C'était le problème que j'avais, moi. Ah, c'est les carbons qui bougent, mec. Enfin... Voilà. Donc il va se passer énormément de choses. Malheureusement, c'est impossible de tout vous résumer. Regardez cette course. Chute de Zarco. Il va chuter très violemment et détruire la moto alors qu'il est 6ème. Et exactement 7 secondes après sa chute, le drapeau rouge est agité pour arrêter parce que les conditions sont complètement cataclysmiques. Donc du coup, les pilotes rentrent. Zarco est interdit de repartir par les officiels. On va vous expliquer pourquoi. 10 minutes après, les pilotes essayent de repartir, ils se mettent en grille, ils font tout signe que c'est pas possible. La course est arrêtée et elle ne repartira pas. Plus de la moitié a été parcourue, donc la totalité des points va être attribuée pour une victoire de Jorge Martin devant Francesco Bagnaia, Marc Marquez 3ème, Bezzecchi 4, Espargaro 5, Jack Miller 6, Augusto Fernandez 7, Didier Antonio 8, Raúl Fernandez 9 et Fabio Quartararo 10ème. Messieurs, je vous propose qu'on commence tout de suite par Johann Zarco parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire et je vais m'emporter, donc soyez prêts, baissez le son peut-être, je ne sais pas. Je vais parler en dernier. Léo, qu'est-ce que tu penses de manière générale sur parce qu'il s'est passé énormément de choses sur Johann Zarco hier, qu'est-ce que tu en retiens? J'en retiens qu'il a énormément d'haters, chose qui m'a vraiment surpris. Je me suis fait attraper ma veste, je me suis fait insulter parce que je disais que c'était pas logique pour moi le choix. En fait, la décision en soi ne me gêne pas qu'ils aient lu le règlement. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il a juste suivi l'indication des commissaires et qu'il paye une erreur des commissaires. Alors, c'est très bien, c'est des personnes qui sont volontaires, c'est super beau ce qu'ils font, mais le pilote n'a pas à être pénalisé pour une erreur des commissaires et pour moi, c'est clairement dégueulasse. J'ai pas envie de m'emporter, je préfère rester calme. Mais, je vais le faire, Maxime, est-ce que tu as un avis? Est-ce que tu veux que je détaille la situation? Je veux bien que tu détailles la situation, mais pour revenir sur ce que dit Léo, ce qui est regrettable, c'est l'inflexibilité de la direction de course qui sait l'être, des fois sans aucune raison, et qui ne sait pas l'être quand il y a des raisons. C'est sur ça qui est rageant, je pense. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que Johann Zarco va tomber dans l'avant-dernier virage. Du coup, il pulvérise la moto. La moto, elle est en vrac, vraiment. Il y a du carbone qui tourne de partout. Je sais pas s'il y a de l'huile ou du liquide qui coule, mais en tout cas, voilà, la moto, elle est vraiment pulvérisée. Et 5 secondes après, drapeau rouge. Donc en fait, il a 5 minutes pour ramener la moto par lui-même au stand pour avoir le droit de repartir. Sauf que, ce qui va se passer, c'est que lui, il veut pousser la moto sur le long de la ligne des stands. Sauf que les commissaires lui disent non, ta moto est dans un mauvais état. Donc en fait, tu peux pas la pousser parce que c'est dangereux pour deux raisons. La première, c'est que tu peux perdre du carbone ou de l'huile, et donc c'est très dangereux. Et la deuxième, c'est que les mecs vont arriver et rentrer au stand, les conditions sont compliquées. Si toi, tu es en train de pousser la moto sur le côté, qu'il y en a un qui tombe, c'est dramatique. Là, pour le coup, en fait, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Léo, mais en fait, la décision du commissaire, elle est bonne. Il y a pas de... Donc en fait, il prend ce qu'on appelle un raccourci, et il va pas traverser la ligne qui dit qu'en entrant dans les stands, il faut appuyer sur... En fait, il y a une ligne à l'entrée des stands sur laquelle tu dois être à 60 km/h avec le pit limiter. Et en fait, il va pas passer par cette ligne. Et c'est ce point de règlement-là qui va faire dire aux officiels qu'il n'aura pas le droit de repartir quand la course va être relancée. Et je trouve ça invraisemblable. Alors, on est venu me dire, oui, si ça n'avait pas été Zarco, eh ben alors, j'aurais ouvert ma gueule pareil. Peut-être un peu moins, parce que, Zarco, voilà, c'est un pilote français, je l'aime bien et tout, il n'y a pas de souci. Si c'était arrivé à Paul Espargaro, j'aurais trouvé ça très con, autant. Alors, j'aurais peut-être moins tweeté, c'est certain. Mais j'aurais trouvé ça très con. Le truc, c'est que, tu l'as très bien dit, Léo, tu peux pas pénaliser un mec parce qu'il a suivi les commissaires. Et alors, on vient m'expliquer... Oui, le règlement, il est clair et tout, il faut traverser cette ligne. Mais sans déconner, le problème, c'est que là, respecter le règlement, c'est mettre en danger des pilotes et des commissaires. Donc, si je respecte le règlement, je mets en danger les gens, mais si je ne le respecte pas, je suis déclassé. Qu'est-ce que je fais ? Et ce qui va se passer, Simon Peterson, il a très bien tweeté, pour une fois qu'il tweete bien, je le dis, c'est que la prochaine fois qu'il y en a un qui va faire ça, eh ben, il va prendre sa moto, il va la pousser au milieu de la piste, en disant « j'en ai rien à foutre ».
Et du coup, on va avoir une catastrophe. Donc, moi, je trouve ça... Je finis, t'inquiète, et je te donne... Je trouve ça fou, comme tu dis, tu l'as très bien dit, Maxime, qu'on soit incapable de bon sens et d'inflexibilité pour dire, ok, là, le règlement n'a pas été respecté, mais pour des bonnes raisons. Donc, ce cas-là, on va faire une exception. Pierre Quiroul l'a très... Alors, on n'est pas du tout d'accord, lui et moi, là-dessus, et il a de très bons arguments, j'ai rien à dire à le truc, et il dit un truc qui est très vrai, et je pense qu'il aurait été très compliqué à gérer par la Dorna, c'est que s'ils avaient fait ça, je pense que 10 minutes après, il y avait une réclamation de la VR46 et une réclamation d'Aprilia en disant bah ouais, mais le règlement il n'a pas été respecté, les gars. Donc le problème, c'est que je sais pas quoi faire de ça. Moi, ça me rend fou qu'on soit bête. Putain, on se croira à l'armée, sans déconner. Oui, le règlement il dit qu'il faut sauter du pont. Oui, mais je vais mourir. Oui, mais c'est le règlement. D'accord, je saute. Non, mais ça a pas de sens. Je trouve que ça a pas de sens. Donc, et en plus, après, on est venu m'embrouiller comme toi, on est venu m'attraper à la veste, m'insulter et tout. Bref. Je trouve ça fou qu'on soit incapable, tu l'as très bien dit Maxime, je reprends ton thème, de flexibilité quand on veut. Et je finirai avec un contre-exemple, et je n'en démordrai pas, je suis pas du tout un adepte des théories du complot, espagnol, italien et tout, ça me casse les couilles, mais on m'enlèvera pas de la tête que si c'était Marquez ou Bagnaia, ça ne serait pas arrivé. Il serait reparti, et on sait très bien, vous savez pourquoi, en 2018, Argentine, le plus grand Grand Prix de tous les temps, allez le voir, Marquez cale sur la ligne de départ, il pousse la moto en sens inverse pour la redémarrer, personne ne déclasse. Il n'y a pas de problème. Hein. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Hein. Donc venez pas me la faire. Je suis pas un adepte des théories du complot, mais là, pas ici. Voilà, c'est fini. Tu peux y aller, Maxime. Je pense qu'il y a déjà... Il y a plein de choses à voir. Déjà, mec, c'est fou comment, à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, faut que ça tombe sur lui. Mais oui. Mais mec, on dirait vraiment que dès qu'il doit y avoir pas de chance, c'est vraiment un max sur toi quand même. Hein, ça, deuxième chose, je me mets à leur place. Tu dois lancer une course. Si tu la lances pas, ils ont des radars météo comme tout le monde, tu sais très bien que tu la lanceras jamais, donc ça va gueuler. Les gens vont dire oui, mais s'ils avaient pas retardé le départ, eh ben la course elle aurait pu avoir lieu, naninana, maintenant qu'il pleut, ben on peut plus rouler. Donc ce point-là, du coup, il le lance sur des slicks. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Enfin, pas un si mauvais choix. En sachant que derrière, les mecs, c'est quand même des pilotes pros. Tu leur offres la possibilité de rentrer mettre des slicks juste après. Ce qui est un peu compliqué, c'est que derrière, du coup, t'as une situation un peu à la con dans les stands où ce mec, c'est le vacarme. Enfin, il peut se passer plein de choses. Ouais, ça va encore, ça a été bien géré. Mais ça aurait pu être dramatique en soi. Et on se retrouve qu'avec un incident au premier virage où mec il arrive de l'intérieur, mais c'est, enfin, peut-être, je sais pas si c'est prévu d'en reparler, mais Bezzecchi, mec, qui relève la moto alors qu'il a la corde, il va balayer jusqu'à l'extérieur, il en prend deux sur le passage. Enfin, bref, c'est pas le sujet, on en reparlera après. Donc il y a déjà cette situation là, et puis donc qui engendre après tout ça en fait. C'est-à-dire que tu acceptes de prendre le départ en sachant, parce qu'à mon avis, faut pas fermer les yeux, je pense qu'ils ont des radars. Donc tu sais très bien ce qui va se passer après avec la pluie. Donc c'est très bien qu'après ça peut être Shanghai. Mais ils prennent la décision de la lancer. Donc après il se passe ce qui se passe. Mais après, il tombe. À un moment donné, il tombe. Enfin, je parle de Zarco. Si tu tombes pas, mec, y a pas de problème. Ah non mais... Et puis là on a un constat de... Oui... il était hyper fort, on nique sa course, nanana, mais mec, écoute, non, si la course elle dure 20 tours, juste la sienne elle s'arrête au tour 12 et les autres ils la finissent et on dit comme d'hab, Zarco il allait vite, mais il est tombé. Est-ce que tu veux réagir là-dessus, Léo? T'as fini, Maxime? Ouais. Moi je veux réagir plutôt sur ce que t'as dit avec la théorie des complots. Outre de la nationalité, moi je trouve qu'il y a quand même un truc bizarre sur les leaders du championnat. J'ai exemple, il n'y a pas si longtemps, de Pedro Acosta qui fail complètement son long lap et qui en a pas un autre. Pourquoi? Il va falloir m'expliquer. Il y a une image qui a été prise en 4K Full HD de Bagnaia qui passe dans la partie verte exactement comme Binder la veille en sprint et qui se prend pas de long lap. Pourquoi? Et encore, vous en avez parlé, Bezzecchi qui a complètement sorti Zarco et qui prend pas de pénalité. Pour moi, il y a un traitement de faveur envers les leaders du championnat. Est-ce qu'ils veulent du spectacle ou quoi? Mais moi, j'ai pas envie qu'on tende vers la F1 et leur série. C'est bien Netflix pour la visibilité, mais
ça devient un spectacle plus un sport, et je trouve pas ça normal. Enfin, que tout le monde soit jugé à sa juste valeur. S'il fait une erreur, il la paye. Je suis 100% d'accord avec ça. Quand tu mets tout bout à bout ce que tu viens de faire là, effectivement, ça semble assez dramatique, le traitement qu'il y a sur les pilotes qui sont en tête du championnat et dans toutes les catégories. Pour moi, le move de Bezzecchi, je suis désolé, c'est moins impressionnant, mais ça n'a rien à envier à ce qu'a fait Marini la semaine dernière. Et Marini, il a pris un long lap. Alors, il l'a pas fait parce qu'il a la clavicule pétée, mais moi, je vois pas de différence entre le move de Marini et le move de Bezzecchi. Moi, je vois que Bezzecchi joue le championnat et pas Marini. Voilà. Je disais, Maxime, je trouve que c'est super intéressant. Je suis 100% d'accord avec toi. Dans le sens où, s'il tombe pas, il n'y a pas de problème. Et si la course elle n'est pas arrêtée, il n'y a pas le drapeau rouge, mais il n'y a pas de problème non plus. Dans le sens où, putain, attends, faut que je reprenne le fil de ce que je dis, parce que je reçois des messages, je les lis, je suis vraiment un fils de pute. Si la course elle n'est pas arrêtée, juste il tombe et il la finit pas, et voilà. Et alors certes, il était sur une autre planète complète hier. Je pense avoir rarement vu un mec faire passer tous les autres pilotes du MotoGP pour des cônes de chantier. Je le dis vraiment. Ce qu'il leur mettait, c'était stratosphérique. Et oui, j'en fais trop, mais je suis désolé. Regardez les lap time, c'est incroyable ce qu'il faisait hier. Il faisait pas le même sport que les autres. Oui, il finit par tomber, et comme tu dis, Maxime, si la course elle va au bout, on aurait dit il était rapide, mais il est tombé comme d'habitude, quoi. Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que moi, ce qui me dérange, c'est que sur cette espèce de point de règlement comme tu dis, on sait être flexible avec certains pilotes et on sait être rigide avec d'autres, et ça me pète les couilles vraiment, tu vois. S'il n'y a pas le drapeau rouge, ou si quoi que ce soit, juste Zarco il tombe, j'aurais eu le même constat en disant il était monstrueux, stratosphérique, mais ça fait chier les tomber. Mais là, en plus, on vient nous rajouter ça, on le laisse pas repartir, et je finis, je vous redonne la parole. Je comprends même pas pourquoi il est pas classé. Ça, on nous a même pas expliqué pourquoi il est pas classé 6ème, parce que dans le cas d'un drapeau rouge, alors peut-être que c'est sorti, je l'ai pas vu, et on va me dire t'as pas vu, je suis nul. Vu qu'ils ont refait un tour après, je sais pas, tu sais, vu qu'il reprend pas le départ, il est déclassé. C'est ça que je comprends. Ça, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Vas-y, Maxime, t'avais un truc à dire. Non, vas-y, Léo. Vas-y. Moi, c'était par rapport aux conséquences des accrochages et tout ça. Pour moi, Bezzecchi, ok, c'est un fait de course, tout ça. J'ai pas envie de m'acharner sur lui, mais si Bezzecchi ne sort pas Zarco au premier virage, aujourd'hui, Zarco il est vainqueur de GP. Alors, tu vas vite en besogne dans le sens où il est capable de tomber même s'il est tout seul avec 10 secondes d'avance sur Martin. Oui, mais si on prend ses chronos et sa vitesse... On se rappelle du Qatar. Après, c'est des si, mais la conséquence, elle peut être énorme sur lui, encore plus. Bien sûr. Je suis d'accord que si Bezzecchi ne sort pas, à mon avis, il le voit pas de la course, jusqu'à une potentielle chute. Mais à mon avis, ouais, vu le rythme qu'il avait... Alors les gens viennent me dire, oui, Martin, il était en train de gérer pendant que Zarco il donnait tout parce qu'il était en train de remonter et tout. Ouais, c'est vrai. Sauf que je suis désolé, c'est toi qui l'as dit, Léo, il lui reprend 14 secondes en 12 tours. Ah, même pas en 12 tours, en 11 tours du coup, parce qu'il change les motos à la fin du... Donc il lui prend 14 secondes en 11 tours, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Jorge Martin, il gérait vite fait, hein, à mon avis, il gérait un peu, mais... il en reprend 15 ou 16. À mon avis, c'est Martin qui se fait écarter. Si c'est Martin qui se fait écarter au premier virage à la place de Zarco et qui repart du fond, ça se trouve, il a le même rythme. Le truc, c'est que Zarco. Mec, c'est incomparable. Non, je suis pas d'accord. Alors peut-être, je suis pas Madame Irma, tu vois. Et je suis d'accord avec toi que les courses, elles sont comparables et tout. Mais mec, si Zarco, il avait eu 3 dixièmes de mieux que lui et que sur 10 tours, il avait repris 3, on dirait, oui, c'est dommage, il était plus rapide et tout. Mec, et en plus, il a doublé plus que Martin et tout. Ah putain, je suis désolé. Et comme, il reprend 15 secondes à tout le monde. Même Marquez n'a rien à perdre. C'est ça que je veux dire. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis et je pense après, que tu as raison. Après, il double des clowns aussi, Zarco. Il se bat avec personne. Mais il double des clowns parce que il est tellement rapide qu'il les fait passer fort des clowns en fait. Mec, je suis persuadé que si tu le laisses, il a le temps de remonter sur Marquez, Bagnaia, Martin, il les avale. Possible après. Hein. Je suis sûr de ça. Mais après, t'as raison dans le sens où il faut aussi pondérer, dans le dire, ils font pas du tout la même course, ils sont pas dans le même état d'esprit. Il y en a un qui est à 100%, il en a un à péter, et pas l'autre, quoi. Surtout quand tu vois que dans l'état où il est, quand il se fait sortir par Bastianini, il est fou. Là, il se refait sortir.
sur une course où je pense qu'il peut se dire genre peut-être c'est aujourd'hui, le mec il a jamais gagné, il devait avoir les nerfs mec, mais je pense vraiment hein, pour le coup il a jamais vraiment débranché, mais là je pense que Et il devait plus il y avoir prend- grand chose qui fonctionnait. Et on la voit pas bien, mais il prend une chute vénère aussi quand même. Hein. Ouais. Je pense qu'on a assez parlé de Zarco, ça fait un quart d'heure. Donc on va passer à autre chose vite fait. Il faut qu'on conclue parce que cet épisode est beaucoup trop long. Je voudrais juste qu'on dise quelques mots sur... tu voulais dire quelque chose, Maxime? Ouais, je voulais juste te dire du coup, juste vite fait, hein, Vas-y, mais t'inquiète. je me mets à la place aussi de la direction de course, qui doit gérer le cas Zarco, qui a pas respecté une règle, point, qui doit gérer la relance d'une course, qui doit gérer les conditions météo, qui doit sûrement gérer tout plein d'autres choses. Donc je me mets aussi à leur place, on dit c'est cata, c'est très bien, mais ils sont peut-être 10 000 dans la même salle, je sais pas qui c'est qui doit prendre des décisions, mais ça doit pas être un truc simple aussi, ils le voient, ils passent non. pas par le bon endroit, ils vont pas savoir est-ce que le commissaire s'il mène une enquête, frère, la course elle repart le lendemain, enfin, est-ce que le commissaire a bien dit que, enfin, tu peux rien vérifier dans ces cas-là, c'est compliqué, le seul truc que tu vois c'est factuel, il est pas passé au bon Ouais, endroit, quoi. non, mais c'est pas faux, c'est à prendre en compte aussi. Vas-y, Léo. Moi, on a eu un truc tout con, hein, mais vous en avez parlé par rapport à Philippe Island, il me semble, la semaine dernière. Mais déjà, s'il faisait pas la trêve de ce côté-là, enfin, le passage de ce côté-là durant la saison des pluies, peut-être que ça serait une solution à tous ces problèmes. Je sais pas. Non, mais alors, après, c'est du divertissement. Moi, les courses sur la pluie, c'est ce que je préfère. J'aime Oui. trop. Mais oui, ils sont pas très intelligents, mais ça date pas de dire. Après le divertissement il a des limites, enfin, très bien Oui. le divertissement, je suis En d'accord, plus- c'est bien, des fois il pleut et tout, mais là les mecs ils prennent quand même des sacrés risques quoi. Quartararo a une c'est- réflexion. Pardon, je te coupe, mais Quartararo a une réflexion intéressante là-dessus. Il dit: je comprends pas pourquoi on part aussi tard alors que la nuit tombe aussitôt. Et en fait, oui, la course part à 15h alors qu'il commence à faire assez nuit à 17h. Mais mec, c'est parce que pour que la course ça soit à 8h en Europe, parce que si tu pars à 14h, la course elle est à 7h en Europe et tu perds genre 25% de part de marché. Donc, une nouvelle fois, au détriment de la compétition, on met en avant l'argent. Quelques mots, parce qu'il n'y avait pas que Johan Zarco quand même sur cette piste hier. Jorge Martin, il a été monstrueux quand même, on est d'accord. Il a assumé son statut de candidat très vénère au championnat, Léo. Oui, mais je pense qu'il va rentrer dans une phase différente maintenant parce que il était chasseur, il savait qu'il avait plus rien à perdre. Je pense qu'il a complètement débranché, il est devenu super rapide, il est en confiance, mais au final, Bagnaia, il fait quand même des bons résultats. Mentalement, on a beau dire ce qu'on veut, il reste solide. Alors je sais que plein ne seront pas d'accord avec ça, mais enfin, le mec il fait quand même des deuxième et troisième places alors que Martin il est dans un il est mood fort. énorme. Et là on va peut-être rentrer dans une posture où Martin va devenir chassé par Pecco. Et je pense que Pecco est plus entraîné à cet exercice que Martin. Est-ce qu'il va savoir gérer ça, je sais pas. C'est intéressant. Ah non, mais c'est intéressant. Moi, Pecco, j'ai toujours la même analyse dessus. Très très rapide, régulier. Le problème, c'est qu'il a des moments où il a les fils qui se touchent et tu peux pas. Enfin, genre là, il a 3 chutes tout seul cette saison. Donc c'est potentiellement 60 points parce que il est premier à Austin, il est deuxième la semaine dernière, donc ça fait déjà 45 points de jetés par terre. Et l'autre, c'est En Argentine aussi. en Argentine, il est deuxième, donc ça fait 65 points. En Catalogne, c'est pas pareil. Ouais, Ouais. il s'y met tout seul, cousin. On a beau Non, dire, mais- il se fait rouler sur les jambes, c'est triste et tout, mais enfin, il y va tout seul. Hein. Non mais d'accord, je suis d'accord avec toi, mais c'est un début de course et tout, tu sais, c'est pas... Et en plus, potentiellement, c'est pas apparemment... Enfin, je sais pas pourquoi, c'est peut-être que c'est très con, mais je la mets pas au même niveau que les trois autres, tu vois, où les trois quarts de la course sont faites, il est sur le podium et il perd l'avant tout seul, quoi, tu vois. Ouais. C'est ça que je veux dire. Et du coup, c'est 65 points jetés à la poubelle. Donc, Bagnaia, moi, c'est un pilote qui me met assez indifférent. Il est régulier, il est rapide, mais il y a trop d'erreurs et je trouve qu'il a de la chance que la concurrence soit pas encore au top niveau. On n'aura pas le temps d'en parler, mais Marc Marquez va potentiellement prendre une Ducati l'année prochaine. Bagnaia, je t'en supplie, arrête de tomber. Hein. Parce que sinon, ça va être compliqué. Hein. Mais surtout, c'est ce qu'on disait, quoi. C'est. Le mec, ça lui arrive une fois, deux fois, il est jeune, tu peux dire ce que tu veux. Bon, quand il perd le titre face à Quartaro, ok. Bon, l'année d'après, il a failli perdre le titre encore à cause de ça. Mais en fait, t'as l'impression qu'il corrige jamais, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'il. Le comparatif se fait directement avec Martin, en fait. Où pendant Ouais. ces 2 premières années, c'est très vite, mais un peu cata.
Et là, il est capable de faire des corrections. Alors après, je rejoins Léo sur ce qu'il disait, où t'as l'impression que tu vas être un peu sur un moment de tournant de la saison où Martin, il est vraiment au top de ce qu'il peut faire, il faut vraiment pas qu'il s'écroule. Et la distance est quand même encore, entre guillemets, longue, quoi, il reste 5 ou 6 courses. Mais Bagnaia est sur un fil aussi. Ouais. Et t'as l'impression qu'il peut très bien basculer dans un sens comme dans l'autre. Et c'est bien. Non, mais c'est Pour le coup, c'est bien. là pour le coup c'est le spectacle. Nous on avait peur que Bagnaia s'envole, etc. Et tout ça, il y a Bezzecchi en embuscade qui est pas si loin. Non, bon alors lui frère, on en reparlera dans un autre jour. Hein. Mais après c'est Martin, c'est la deuxième année. Tu reprends la deuxième année de Martin, c'est un peu pareil. C'est sur des week-ends Alors- où il est vite, il est stratosphérique, et sur des week-ends où il est pas là, mais vraiment Moi, pas là. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est. Comment expliquer? Sa deuxième saison de Bezzecchi, c'est la même que Martin en mieux. Dans le sens où. C'est. Comme tu le dis. Quand tout est en ligne, il est intouchable. Mais quand il y est pas, il y est pas. Mais c'est moins extrême que Jorge Martin. Bien sûr. Parce que Jorge Martin, par contre, quand il était pas là, c'était des 14e places, quoi. Et c'est pas trop le cas de Bezzecchi, quand même. Et des torchons. Voilà. Des gros torchons. Et surtout, il frotte moins de carénage. Il tombe moins en course que Jorge Martin tombait. En course. Oui. Puis Un peu moins. Bezzecchi, c'est surtout que là, Bezzecchi, il confronte Bagnaia et Martin. Enfin, ils sont solides les deux. Hein. C'est dur de battre les deux. À Misano, il fait 2 fois deuxième. En Inde, il doit gagner la sprint s'il n'a pas son truc au début. Il va gagner la course longue. Là, il fait quand même 6ème, 4ème. Enfin, il est quand même régulier. Enfin, c'est juste que devant, ils sont juste monstrueux les deux. C'est ça. Non, mais Bezzecchi, c'est pas mal ce qu'il fait, mais il en manque un poil parce que les deux autres sont monstrueux. Vas-y, Maxime. Pour une année de sophomore, c'est quand même assez honnête. Ah oui, ah non, mais- Être dans la conversation politique. Ouais, oui. c'est- Ah non, mais Et par contre, Vas-y. du coup, on fait quoi si Martin il finit champion, tu le laisses Pramac en fait? Enfin, Bah, il est signé, là, le contrat. hein. Ouais, il va devenir imbuvable. Mec, enfin, tu Il est vois, un non, peu mais tu vois déjà. bien, tu vois bien les vidéos Instagram qui passent par-ci par-là quand il croise Daligna ou je sais plus lequel, là, ou Tiabati ou je sais plus, et qui lui dit ouais bien ou je sais pas quoi, il lui dit ouais 2024 ou je sais pas ce qui, il y a un truc comme ça qui est passé. Sa photo sur Insta là où il se proclame roi de la pluie ou je sais pas quoi. Enfin, Non, c'est, il y a une vidéo après la sprint ou un truc comme ça où ils discutent et genre il lui fait ouais on en reparle en 2024 ou ouais pour 2024 ou je sais plus quoi genre. Ouais, non, mais. Oui, il va être imbuvable s'il gagne. Et je pense que oui, je pense qu'ils vont le laisser chez Pramac, même s'il est champion. De toute façon, il a un contrat. Après, j'ai cru dire, ça va mettre à des grosses pincettes, qu'ils avaient une clause pour les interchanger avec Bastianini. Mais là, si tu fais ça, tu fais une fracture psychologique à Bastianini, tu le récupères jamais, je pense. ouais, je pense. Et mec, mais imagine l'état dans lequel il revient. Déjà. Ouais. La pression qu'il va avoir, mec. Enfin, Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un autre sujet que vous voulez aborder ou est-ce qu'on peut gentiment tendre vers la conclusion de cet épisode? je réfléchis, mais. Pour moi, c'est bon. On est à 1h15 donc on peut conclure. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour. Alors, fait le tour, c'est un peu compliqué parce qu'il s'est passé énormément de choses. Il aurait fallu faire un épisode de 20 heures, je pense. Parce que ça aurait été intéressant de revenir sur plein de choses. Malheureusement, on n'a pas le temps. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du cas Zarco. Même si là, je vais commencer à fermer ma gueule parce que j'ai l'impression de parler que de ça depuis 24 heures, ça me pète les couilles. Donc on va arrêter. Merci beaucoup Léo d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité, pardon, c'était super cool. Je t'en prie, y a pas de souci. Maxime, bah, merci d'être là, mais toi t'es un habitué maintenant. On est les meubles, hein. Pour nous suivre, Twitter, la boîte à clapper, le groupe Facebook, l'énergie du MotoGP. Et pour nous écouter, Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube, vous êtes des gens habitués. Merci encore messieurs, et je vous dis, c'est quoi la prochaine course? Indonésie? Ouais. C'est sûr, c'est pas Thaïlande? Non, bah non, Non, c'est c'est ça, Indonésie c'est parce Indonésie, qu'on parle de l'annonce de Marquez. Ah oui, eh ben, rendez-vous dans le prochain épisode et on vous dira ce qu'on pense de l'arrivée de Marquez chez Grégory qui sera officiel. Allez, à la prochaine hein. À la prochaine. Congratulations! Oh, incroyable! Simoncelli fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs him out! Rossi ran